vous laisse me donner le go. C'est bon? Ok. Ok, donc moi je vais vous parler d'un sujet qui est assez intéressant, assez aussi nouveau, en tout cas dans les médias depuis quelques années. C'est les fameuses crypto-monnaies ou cryptocurrency. Et je vais vous parler plus particulièrement d'un type de produit qui s'appelle les produits dérivés sur crypto-monnaie. Donc avant de vous parler de ça, je vais quand même vous dire ce que nous on fait. Nous en fait on développe une crypto-monnaie anonyme, qui est essentiellement anonyme, qui est, pour ceux qui connaissent, une fork de Monero, donc c'est la crypto-monnaie la plus connue. Donc c'est un projet qu'on a lancé en juillet 2018. On a choisi de ne pas faire d'ICO, donc les ICO c'est les levées de fonds en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on est coté sur un certain nombre d'exchanges, notamment vous pouvez retrouver notre crypto-monnaie sur le site CoinMarketCap, et on a une valorisation d'à peu près $1 million, $1,5 million, donc c'est une toute petite crypto. Nous, on a vraiment l'objectif de travailler au niveau, on va dire, protocolaire avec cette crypto-monnaie. Vous ne verrez pas d'application très concrète. Et on développe notamment trois features qu'on pense essentielles pour l'avenir des blockchains et des crypto-monnaies. La première, c'est ce qu'on appelle la flex privacy. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de blockchain publiques à transactions publiques ou de blockchain publiques à transactions privées. Le Bitcoin, c'est des transactions publiques. Si je vous envoie de l'argent, vous pouvez voir exactement combien je vous ai envoyé, quelle est mon adresse, etc. Et tout le monde peut le faire. De l'autre côté, vous avez des crypto-monnaies qui sont 100% anonymes et où absolument rien n'est traçable. Tout est intraçable. Et ça, bien évidemment, ça peut poser un problème d'un point de vue régulation. Donc nous, on a vraiment envie de travailler et de trouver un petit peu le meilleur compromis entre les deux, pour que si moi je vous envoie de l'argent, vous ne voyez pas combien j'ai dans mon compte, et inversement, moi je ne vois pas combien vous avez dans votre compte. Mais si par contre je dois déclarer, peu importe ce que c'est, une entreprise, au gouvernement ou quoi que ce soit, on puisse faire une transaction publique. Donc ça, c'est une feature qu'on a développée à la fin de l'année 2018, qui est déjà publique sur notre réseau, où avec un simple switch, vous pouvez rendre la transaction publique ou privée. Et on pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant dans le futur. Ce sur quoi on travaille énormément en ce moment, c'est ce qu'on appelle le Delegated Proof of Private Stake. Donc c'est un algorithme de consensus qui permet en fait de définir quelle est la bonne blockchain, puisqu'il peut y avoir plusieurs blockchains, ce qu'on appelle des alternative chains. Et aujourd'hui, la plupart des crypto-monnaies sont en proof of work, donc il faut miner avec des ordinateurs, etc., y compris la nôtre. Et on est en train de switcher en fait sur un mécanisme qui est complètement différent, où en fait vous avez un certain nombre de délégués dans le réseau, donc pour nous c'est une centaine, qui sont élus via les montants que les gens ont. Donc si vous avez 1% de la quantité totale disponible de monnaie, vous aurez en gros 1% des droits de vote pour élire le délégué de votre choix. Donc c'est un algorithme de consensus qui est très intéressant, parce que ça permet de réduire la consommation énergétique. Le consensus peut être beaucoup plus rapide, ou en tout cas à un intervalle très fixe. Pour nous, ça sera toutes les 5 minutes. Et également, ça permet en fait à la fois réduire le nombre d'opérateurs, puisque dans le proof of work, vous allez avoir potentiellement des milliers ou des centaines de milliers de mineurs, mais de quand même garantir une décentralisation qui est assez intéressante. Le troisième point sur lequel on a commencé à faire de la recherche et qu'on commencera à développer à la fin de l'année 2020, c'est les sidechains. Donc là, c'est vraiment répliquer la blockchain, des sous-ensembles de blockchain dans des sous-opérateurs, afin d'augmenter la scalabilité. Aujourd'hui, le Bitcoin, en gros, c'est quelques transactions par seconde. Monero, c'est à peu près similaire. Notre blockchain, c'est à peu près similaire. Si demain, on veut pouvoir faire beaucoup de transactions, et notamment des microtransactions, il faut qu'on arrive à des chiffres beaucoup plus élevés, 1000, 2000, 20 000, 100 000, peu importe le chiffre. Mais je ne suis pas venu là pour vous parler de notre crypto-monnaie. Je suis venu là pour vous parler un peu de trading sur les crypto-monnaies. Et donc, c'est un sujet qui est très intéressant. Si on regarde aujourd'hui les volumes de trading que l'on a sur ce qu'on appelle le marché spot des crypto-monnaies, on est à 87 milliards de dollars tradés par jour selon les exchanges. En fait, la réalité, elle est extrêmement différente, puisque quasiment 99% de ces volumes sont complètement faux, et on serait plutôt aux alentours des 1,2 milliards de dollars de volume tradé par jour. En fait, le volume est déterminant d'un point de vue santé. Pour un exchange, c'est très important pour eux de montrer qu'ils ont beaucoup de traction, beaucoup d'utilisateurs. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'ils s'amusent à faire tout un tas de faux volumes pour essayer d'attirer les utilisateurs. Mais là, c'est vrai qu'on est arrivé à un point qui est presque extrême, puisqu'aujourd'hui, vous avez seulement $1 qui est vrai
sur 100 $ annoncés. Alors, sans rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer rapidement comment ils font ça, donc il y a plusieurs manières, notamment de détecter les faux volumes. La plus simple, c'est vous regardez un order book sur un exchange, où là vous avez des gens qui traitent, qui achètent, qui vendent, etc. Vous prenez une photo, quelques instants plus tard, vous reprenez une autre photo. Vous allez avoir exactement le même order book, sauf que vous allez voir quelques secondes plus tard qu'un ordre aurait été exécuté, quelqu'un aurait acheté apparemment ici 129 000 d'un coin X ou Y. Et d'ailleurs, l'exchange vous dit, ah oui, effectivement, c'est le dernier prix auquel ça a été tradé. Sauf que si vous regardez la photo de l'order book quelques secondes ou même quelques microsecondes, en fait, il n'y a aucun ordre à ce prix-là. C'est un ordre qui est totalement faux, qui est totalement créé par l'exchange et qui est reporté aux sites qui permettent de traquer les coins afin de booster les volumes de l'exchange. Mais en fait, c'est extrêmement facile à identifier pour quiconque a un peu l'habitude de trader. Et les exchanges aujourd'hui continuent à faire ça. Et ça continue. Par exemple, il y a un an, on était à 20 milliards de dollars de volume annoncé. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant on serait à 80. Voilà. Plus on peut, plus on le fait. Donc c'est pour ça que CoinMarketCap, qui est le leader du suivi des données sur les crypto-monnaies, a lancé l'année dernière un programme qui s'appelle Data. Et ils ont demandé aux exchanges de leur fournir, en plus des fameux trades, les order books complets, afin que CoinMarketCap puisse analyser exactement et faire ce type d'analyse qu'on vient de faire, et puisse voir si oui ou non les échanges sont en train de tricher. Et ça permet de faire beaucoup de choses intéressantes. Donc récemment, ils ont publié un indice de liquidité, qui est en fait la somme des order books des exchanges. Donc le premier, vous pouvez voir, c'est IBTC, pas forcément très connu. On voit Binance qui serait a priori troisième. Celui-là est un peu plus connu comme exchange. Et ensuite, on a toute une flopée d'exchanges. Kraken notamment, etc. etc. Donc en fait, la liquidité, c'est quoi? C'est la somme de tous les trades d'achat ou de vente qui sont dans les order books. Donc c'est la somme de tous les gens qui seraient prêts à acheter ou vendre. Et quand on analyse cette donnée, on arrive sur des choses qui sont particulièrement intéressantes, puisqu'on peut comparer le volume qui est tradé sur les exchanges par rapport au ratio de liquidité qui est observable dans l'order book. Alors je vais vous expliquer. On peut prendre par exemple cet exemple, ce point qui est assez extrême. Donc ça, c'est un exchange qui prétend avoir à peu près 1,6 milliard de dollars de volume tradé par jour. Sauf que si on regarde en détail, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont 1000 fois moins de volume dans leurs order book. Donc ça veut dire quoi concrètement? Si leurs 1,6 milliard sont vrais, ça veut dire que l'intégralité des order books de toutes les paires qui sont tradées sur cet exchange sont automatiquement consommées au bout d'1 minute 30 et remplacées par de nouveaux ordres. Ce qui est absolument impossible, puisqu'en fait, le bon facteur de ratio de volume sur liquidité, observé en général sur des exchanges qui sont dits legit, il va plutôt être de l'ordre de 10. Donc en fait, c'est la petite bande blanche que vous voyez à côté. Donc on voit bien effectivement que la plupart des exchanges sont des gros menteurs, il faut le dire comme ça, et reportent des volumes qui sont totalement aberrants. Il y a seulement une poignée d'exchanges, environ 40%, qui ont des vrais volumes. Donc à titre indicatif, Binance se situerait à peu près là, donc c'est pas forcément clair selon cette analyse ce qui se passe dans cet exchange. Est-ce qu'il y a des market makers qui font du wash trading? Voilà, c'est un petit peu flou. Alors maintenant, je vais vous parler de produits dérivés sur les crypto-monnaies. Là, toute l'analyse qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle le marché spot, c'est-à-dire vous mettez de l'argent dans un exchange, vous achetez la crypto-monnaie, vous repartez avec la crypto-monnaie et vous êtes content. Il y a tout un monde qui existe en parallèle du marché spot qui est le marché des dérivés. De la même manière que dans la finance traditionnelle, on a des marchés dérivés qui sont beaucoup plus gros que les marchés spot. Vous pouvez acheter des actions d'Apple, vous pouvez acheter des bons du Trésor américain, mais vous pouvez aussi acheter des produits dérivés de ces instruments-là. Donc la manière la plus simple d'expliquer ce qu'est un produit dérivé, c'est un contrat qui est fait entre deux personnes pour échanger de la valeur basée sur la variation d'un sous-jacent donné. Donc je vais essayer de dire ça de manière un petit peu moins barbare. Par exemple, si vous faites un pari sportif, en fait, sur Unibet ou je ne sais quel site, vous pariez que le Paris Saint-Germain va gagner 2-1, par exemple, donc vous pariez avec quelqu'un, et vous allez échanger de l'argent en fonction du résultat. Ça, c'est un petit peu un produit dérivé du quotidien, si on veut, puisqu'en fait,
vous ne possédez pas Paris, vous n'avez aucun droit de regard sur ce qui se passe sur Paris, vous n'avez pas d'action de Paris, vous ne possédez pas les joueurs, vous ne possédez pas les droits commerciaux de cette équipe, et pourtant, en fonction du résultat, vous allez échanger de la valeur avec quelqu'un. Alors bien évidemment, dans la finance, les produits dérivés sont potentiellement beaucoup plus complexes, y compris dans les crypto-monnaies. En fait, on a deux produits dérivés principaux aujourd'hui dans les crypto-monnaies qui ont été importés du monde traditionnel. Le premier produit, c'est ce qu'on appelle les futures, donc les contrats à terme, où en fait, vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un pour échanger l'équivalent de la variation du sous-jacent. Donc par exemple, on pourrait faire un futures entre moi et vous sur le Bitcoin qui dit qu'à chaque fois que le Bitcoin augmente d'1 $, je vous paye 10 $ et inversement. Donc dans ce cas-là, sur ce produit-là, ni moi ni vous ne détenons le Bitcoin, on ne touche pas du tout au Bitcoin. Par contre, à chaque fois que le Bitcoin va varier, on va échanger de la valeur, je vais vous donner de l'argent, vous allez m'en donner. Ça, c'est le produit dérivé très vanille, le futures. Après, on a un autre produit dérivé qui commence à émerger, qui est extrêmement intéressant, c'est les options. Donc c'est un droit d'achat d'un sous-jacent donné ou un droit de vente. Donc l'option la plus simple, par exemple, ça serait de vous donner le droit d'acheter un Bitcoin à, je ne sais pas, moi, 10 000 $ dans un an. Un droit, mais pas un devoir. Si dans un an, le Bitcoin est à, mettons, 8 000 $, vous n'avez aucun intérêt à me l'acheter à 10 000. Par contre, si le Bitcoin est à 100 000 $, comme certains le prophétisent, là, vous serez très content d'acheter ce fameux Bitcoin à 10 000. Et là, les volumes sur les dérivés sont extrêmement intéressants, puisque si on reprend le chiffre de tout à l'heure des 1,2 milliard de dollars sur le marché spot, en fait, on a un chiffre qui est en gros 20 fois supérieur en notionnel sur les produits dérivés. Donc déjà aujourd'hui, les produits dérivés dont on ne parle pas tant que ça d'ailleurs sur les crypto-monnaies représentent déjà une grande majeure partie des volumes, et d'ailleurs ça induit un certain nombre de choses intéressantes au quotidien. Si on regarde les instruments qui sont tradés parmi ces produits dérivés, en fait, on a deux instruments. On a les futures que je viens de vous évoquer majoritairement, qui représentent en gros 99% des volumes, et on a les options qui apparaissent et qui arrivent très très fort. Nous, on pense que l'année 2020, ça va vraiment être une année décisive, bien évidemment, pour les crypto-monnaies, mais aussi pour les produits dérivés associés à ces crypto-monnaies. Et c'est pour ça on y reviendra plus tard, on a commencé à développer une infrastructure de trading et d'acquisition de market data, spécifiquement sur les produits dérivés, parce qu'on voit que les volumes commencent à augmenter énormément et on pense que les institutionnels vont essentiellement se diriger vers ce type de produit. Alors pourquoi est-ce que l'année 2020 va être très intéressante sur les produits dérivés? On a en gros 4 points essentiels. Le premier, c'est qu'il y a des exchanges de produits dérivés qui ont été lancés en 2019 qui sont en train de gagner pas mal de traction. On a FTX notamment, on a Bakkt qui est peut-être plus connu parce qu'il target spécifiquement les institutionnels, on a LedgerX aux US, on a Sparrow qui est moins connu. Voilà, c'est des exchanges qui voient leur volume énormément augmenter. Les exchanges aussi augmentent le type de produit. Tout à l'heure, je vous parlais de futures sur le Bitcoin. Il y en a maintenant qui font du futur sur l'Ethereum, etc., etc. On a notamment aussi FTX, par exemple, qui a lancé assez récemment un futures sur les shitcoins. Donc, si vous connaissez les shitcoins, c'est des coins qui ont des toutes petites valorisations et qui sont supposés être pas terribles. Bon, ça, c'est plus subjectif. Et donc, en fait, FTX a lancé un futures qui regroupe un basket de 80 shitcoins. Et en fonction de la variation, vous allez échanger de la valeur sur cet index. Donc, je crois qu'il a perdu en gros 50% de sa valeur. Mais si demain, 50% en quelques mois, mais si demain, on repart dans un bull market, il ne serait pas impossible que ce type d'indice augmente de manière significative, fois 10, fois 20, etc., peu importe. Le troisième point qui est intéressant, c'est que les volumes des institutionnels sont en train d'augmenter de manière très significative. Il y a beaucoup de gens dans ce domaine qui attendent, désespérément ou pas, l'arrivée des institutionnels. En fait, ils sont déjà là. Ils sont déjà là parce que si vous prenez Bakkt et CME, donc Chicago Mercantile Exchange, vous êtes déjà à 500 millions de dollars de volume tradé par jour, majoritairement par des institutionnels. Donc les institutionnels sont déjà en train de toucher au Bitcoin. On pourrait parler de tout un tas, de Fidelity, etc. et d'autres. Donc on a déjà des choses qui se passent à ces niveaux-là et on pense que les volumes des institutionnels vont probablement continuer à augmenter. Et enfin, le dernier point, pourquoi les dérivés vont augmenter,
en termes de volume et d'adoption, c'est parce qu'en fait, il y a des nouveaux produits qui arrivent. Donc, il y a des move contracts, il y a des options digitales, il y a des contrats sur le VIX, donc qui vous permettent d'échanger uniquement de l'argent en fonction de la volatilité du Bitcoin, qui monte ou qui descende. Donc, si vous pensez que le Bitcoin va être très volatile dans les prochaines années, plus qu'aujourd'hui, achetez des VIX contracts. Ça, on pense que ça va arriver cette année. Donc, voilà. Donc, c'est un écosystème qui est en train de se structurer. Donc, comme je vous le disais un petit peu en préambule, nous, on s'intéresse énormément à ces produits dérivés. Et c'est pour ça qu'on a lancé le développement l'année dernière d'une infrastructure de market data et de trading algorithmique. Alors, j'ai essayé de faire le schéma le plus simple possible pour un peu avoir le breakdown de ce qui se passe dans une infrastructure de trading. On reprend à peu près ce qui se fait dans toutes les infrastructures de trading. Ça commence tout à gauche par les exchanges qui nous envoient de la data et qu'on acquiert. Donc ça, c'est l'acquisition de données. Donc on a des WebSockets, on a tout un tas d'instances et de scripts qui vont nous permettre d'aspirer les données des exchanges. Mais cette donnée, elle arrive brute. Donc un exchange va appeler une crypto-monnaie avec tel nom, un autre exchange va appeler une autre crypto-monnaie avec un autre nom. Vous avez une data qui est très très brute et qui est très difficile d'utiliser. C'est pour ça que nous, on va l'harmoniser. On veut que quand un exchange nous envoie une donnée sur le Bitcoin, la donnée s'appelle Bitcoin. Si on a 4 décimales, après la virgule, on veut avoir 4 décimales après la virgule sur tous les exchanges. Donc il y a un gros travail d'harmonisation qui est à faire et qui est assez complexe parce que chaque exchange aujourd'hui a son propre nom, comme je vous l'ai évoqué. Il n'y a pas encore pour revenir un peu au sujet précédent, de standardisation qui s'est fait dans ce domaine-là, même si ça arrive. Enfin, on a une grosse partie, et là qui est très CPU intensive, qui va être sur le data processing. Il faut traiter cette donnée, il faut recalculer des order books, il faut calculer des index. Il y a plein de choses à calculer avec cette donnée pour arriver à avoir une donnée qui nous parle et qui nous correspond à ce qu'on a envie de lire dans le marché. Et enfin, une fois que la donnée est traitée, elle est envoyée dans un trade engine qui va trader d'une certaine manière. Donc si aujourd'hui on veut acheter du Bitcoin, on va dire au trade engine de créer des ordres d'achat du Bitcoin. Tout ça est couplé en fait à un algorithme pour gérer notre inventaire, puisqu'on a de l'argent sur tout un tas d'exchanges. Donc, dans les produits dérivés, il y a des notions d'appel de marge qui peuvent arriver. Enfin, il y a des mécanismes assez complexes qu'il faut savoir gérer pour rebalancer les balances entre les exchanges, voir exactement combien on gagne ou on perd d'argent. Donc, on a un trade engine qui est couplé à un inventory management script pour bien arriver à contrôler tout ça. Et enfin, une fois que les ordres sont calculés, ils sont envoyés dans un execution engine qui, lui, va parler la langue de l'exchange sur lequel on veut trader et envoyer les ordres d'achat ou de vente sur les exchanges. La grosse complexité de ce type d'infrastructure, et c'est toujours la même chose quand vous faites du trading algorithmique, c'est le temps. Il y a beaucoup de gens qui se focus sur avoir des algorithmes de trading qui vont vous dire acheter à tel moment, notamment basés sur du machine learning, du deep learning, etc., etc. Mais en fait, ils oublient que 80% de l'équation, c'est la vitesse. La vitesse est hyper importante. Donc nous, pour exécuter tout ça, on doit prendre maximum 40 millisecondes. Et grappiller chaque seconde est hyper important, et même beaucoup plus important qu'avoir des algorithmes de deep learning. Si on n'a pas la vitesse d'exécution, tout le reste ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'en fait, des choses qui peuvent paraître très simples deviennent très très compliquées quand il faut exécuter rapidement. C'est pour ça que nous, on a fait beaucoup de benchmarking entre plein de technologies. La majorité de notre back-end, on a dû le coder en C. Donc on perd énormément de temps sur ça. Pour communiquer entre les scripts, on utilise Redis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de base de données en mémoire volatile, donc stocké dans la RAM, qui permet d'avoir des latences qui sont hyper rapides, de l'ordre de la microseconde. Vous pouvez en gros, avec une instance de ce type-là, faire environ 100 millions d'opérations par seconde. Donc voilà, donc ça, la technologie est importante. La technologie est très très importante. Donc on a runné un proof of concept live de toute cette infrastructure à la fin de l'année dernière, qui nous permet en fait de taper dans environ 5000 paires de crypto-monnaies sur en gros une vingtaine d'exchanges. Ça représente une quantité de données en fait considérable, puisque déjà aujourd'hui, on aspire 25 gigaoctets de données par jour.
Donc ça monte très très vite. Et sur notre proof of concept, on a tradé à peu près 30 millions de dollars. Donc c'est un chiffre qui est très très faible par rapport aux autres acteurs. Et il n'y avait pas d'objectif de volume particulier. Et pour cette année, on a des prétentions un peu plus élevées. On aimerait trader de l'ordre de 300 à 500 millions. Mais encore une fois, même ces volumes-là restent très faibles par rapport à ce que d'autres acteurs peuvent trader. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas d'avoir des volumes de trading stratosphériques, de gagner 1 ou 2 basis points, donc 0,01% sur chaque trade et de prendre un peu de marge. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après. Parce que les produits dérivés tout seuls, ça peut être très intéressant pour toute une catégorie d'investisseurs, mais on pense que ce n'est pas suffisant pour arriver à générer de l'adoption dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, si quelqu'un qui n'aime pas le Bitcoin ou qui a peur du Bitcoin, investisseur particulier ou institutionnel, s'il n'a pas envie de trader sur le marché de spot, il n'aura pas envie de trader sur le marché des dérivés. Avoir 100 de leverage, 50 de leverage, avoir des options d'achat bizarres qu'il ne comprend pas forcément, ça ne va pas générer de l'adoption. Par contre, les produits structurés crypto, là, il va y avoir des choses très intéressantes qui peuvent être faites. Et ça va prendre encore entre 1 et 5 ans pour se mettre en place. Mais c'est vraiment ça, à notre sens, qui va générer l'adoption des crypto-monnaies auprès des investisseurs traditionnels. Donc, les produits structurés crypto, c'est quoi? En fait, c'est assez simple, fondamentalement. C'est la combinaison de securities existantes, donc d'assets financiers traditionnels, des actions, des bonds, peu importe, avec des dérivés crypto. Donc très concrètement, ça peut être quoi? Ça peut être un bond, donc une obligation du Trésor américain ou ce que vous voulez, une obligation d'une grande entreprise, qu'on va combiner par exemple avec des options d'achat sur le Bitcoin. Pourquoi on fait ça et à qui ça peut être destiné? En fait, c'est très intéressant si vous faites ce type de produit, parce que du coup, vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité dans le message et dans le comportement du produit. Par exemple, si vous avez un investisseur qui n'est pas du tout à l'aise avec le fait de gérer du Bitcoin, mais qui a bien compris qu'il y avait une très forte volatilité sur ce sous-jacent et donc il y avait potentiellement des choses à exploiter, il va être intéressé pour avoir ce type de produit-là, puisque comme fondamentalement ce produit reste une obligation, c'est un produit sur lequel on va pouvoir ajuster le risque. On peut faire des produits par exemple à capital garanti qui donnent de l'exposition aux cryptos. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors un exemple de ce que serait le premier produit structuré crypto, très simple, très vanille. Vous avez une obligation donc, qui paye un coupon. Donc tous les ans, vous recevez un petit peu d'argent grâce à cette obligation. Historiquement, vous gardiez le coupon dans votre poche. Vous preniez l'argent, vous achetez autre chose, peu importe. Là, avec un produit structuré crypto, on va convertir une partie de cet argent en option d'achat sur le Bitcoin. Ce qui fait qu'en fait, même si le Bitcoin se crache, vous ne perdrez que la conversion d'argent en option, mais vous ne perdrez pas le notionnel du bond. Et enfin, à l'expiration de l'option, on regarde si votre option est intéressante à être exercée, et si elle est exercée, on l'exerce, on obtient les bitcoins, on les revend et on vous donne plus de cash. Donc là, à droite, c'est des datas un petit peu pour contextualiser le type de produit et pour pouvoir vous donner un peu plus de chiffres. Donc par exemple, on aurait un bond qui mature dans 7 ans, qui paye 6% de coupons. On choisit de convertir 50% des coupons en options crypto. Qu'est-ce que ça nous donne comme option sur le Bitcoin? Ça nous donne des options d'achat à 30% du notionnel du bond. Donc si vous avez un bond qui vaut 100 000 euros, vous aurez le droit d'acheter pour 30 000 euros de Bitcoin. Et qui en gros va striker, comme on dit dans le jargon, à 100% du prix du Bitcoin aujourd'hui. Ça veut dire qu'en gros, l'option d'achat que vous allez avoir, on regarde en début de trimestre à combien est le Bitcoin, donc aujourd'hui il est à 8 000 $, vous aurez une option pour acheter un Bitcoin à 16 000 $ à la fin du trimestre. Vous dites, ok, acheter un Bitcoin à 16 000 $ à la fin du trimestre, bon, ça ne paraît pas forcément hyper intéressant. Et en fait, quand on regarde l'historique, on se rend compte que c'est assez intéressant. On a fait des simulations, on a fait un certain nombre de backtests. Donc là, vous voyez ces 4 dernières années. En rouge, vous avez tous les strike price des options qui auraient été achetées. Donc le 100% que je vous donnais, en fait, c'est une moyenne. Parce qu'en fait, on va des fois, en fonction du prix de la volatilité dans le marché, on va acheter des options qui valent 40%, on va acheter à 100, 150, etc., etc. Ensuite, on regarde la performance que le Bitcoin a eue sur cette période. On se rend compte que à certains moments, le Bitcoin ne performe pas du tout bien. Par exemple, ici, on est à moins 50%. On s'en souvient tous, ceux qui étaient dans le marché à ce moment-là. Donc l'option n'est pas du tout intéressante. Vous n'allez pas acheter un Bitcoin 50% plus cher, sachant qu'il a baissé en plus de 50%.
Par contre, des fois, de par sa nature extrêmement volatile, le Bitcoin arrive à toucher notre strike price, le prix d'exercice. Et en fait, il va même beaucoup plus loin parfois. Par exemple, là, au Q4 2017, donc c'est le fameux moment où le Bitcoin est monté à 20 000 $, on a eu une performance de plus de 200%. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'en début de trimestre, si on reste sur le Q4 2017, vous avez acheté une option qui vous donnait le droit d'acheter à la fin du trimestre un Bitcoin à 50% à un prix de 50% plus cher qu'il ne l'était en début de période. Donc je ne sais plus à combien il était en gros à 6 000 $ à l'époque. Donc vous aviez le droit à la fin d'acheter un Bitcoin à 9 000. Et à la fin, il était quasiment à 20 000 $. Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout si c'est appliqué dans un produit structuré où on convertit l'intégralité de la plus-value en cash et on sort du monde Bitcoin. Donc si on extrapole ces performances, on a fait un certain nombre de scénarios qui sont assez intéressants. Là, c'est sur les 7 années la performance de l'obligation, donc qui performe à 6% par an. Si vous la gardez jusqu'à maturité, c'est un produit qui est très peu risqué, c'est super. On arrive à une performance de 40%, ce qui est déjà tout à fait honnête. Si jamais vous preniez ce premier produit structuré crypto et que tout se passait très mal, qu'il y avait le Bitcoin n'est absolument pas volatile, vous n'exercez absolument aucune option pendant les 7 années. On voit quand même que sur la période précédente, il y a eu plusieurs exercices. Mais prenons le cas extrême. Pardon. Eh ben, vous arrivez sur une performance qui est 2 fois plus faible, puisque vous convertissiez 50% du crypto, 50% du coupon. Donc on a 50% qui part à la poubelle. Donc, bon, c'est pas forcément personne n'est content, mais vous avez quand même votre capital qui est garanti. Vous êtes exposé au crypto, mais vous avez quand même vos 100% de capital initiaux qui sont garantis. Par contre, qu'est-ce qui se passe si le Bitcoin, pendant les 7 prochaines années, continue à être volatile et nous donne l'opportunité d'exercer quelques-unes de ces fameuses options? Donc le premier cas qu'on a appelé cas médian, c'est où vous allez exercer deux options. Donc une fois tous les 3 ans et demi, il y en a une super performance du Bitcoin qui est égale à la performance moyenne des 4 dernières années, donc en gros de 140% dans les gros trimestres. Et bien déjà là, le produit performe beaucoup plus que l'obligation seule. En gros, vous allez arriver sur performance totale cumulée de 60%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le scénario favorable où on continue à avoir beaucoup de volatilité sur le Bitcoin, indépendamment d'ailleurs que le Bitcoin baisse ou monte. Si le Bitcoin baisse énormément, que vous achetez votre option d'achat et puis que derrière il remonte, vous pouvez gagner. Il n'y a pas besoin que le Bitcoin monte à 2 millions de $ pour que vous puissiez gagner de l'argent avec ce type de produit. Et ben, si on a la même fréquence, la même intensité de mouvement sur le Bitcoin dans les 7 prochaines années, avec ce type de produit, on va arriver sur une performance cumulée de 180%. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que si je résume le pitch de ce type de produit, qu'on peut vendre à des investisseurs institutionnels, on leur dit non, non, vous restez avec une obligation, le capital est garanti. Bon, après, on peut fine-tuner, on peut dire voilà, risquez une partie de votre capital, mais là, ici, le capital est garanti. Et si tout se passe bien, vous allez pouvoir capturer la performance du Bitcoin. Donc, quelqu'un qui dit ouais, mais moi, le Bitcoin, moi, je n'aime pas du tout, mais par contre, c'est vrai que j'avoue, quand même, c'est volatile et je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Et ben, c'est ce type de produit qui va les intéresser et qui va leur permettre de rentrer sur ce marché, donc d'augmenter la liquidité du marché, de favoriser l'adoption, de proposer une exposition en crypto à leurs clients, parce que les assureurs, par exemple, aujourd'hui, cherchent du rendement. On est dans un marché où on a un rendement qui est tombé quasiment à zéro, si ce n'est négatif dans certains cas. Donc, ça va être des produits qui vont être très intéressants. Bien évidemment, il y a un contexte réglementaire qu'il faut complètement clarifier, puisque la nature des cryptos, et notamment des produits dérivés crypto, est assez sensible, je n'irai pas jusqu'à dire flou, mais il y a encore un besoin de clarifier la nature juridique de tous ces produits avant que ce type de produit puisse être lancé. Mais à notre sens, c'est qu'une question de sens, c'est qu'une question de temps. On a des régulateurs qui sont quand même très très à l'écoute. En France, pour ceux qui suivent un peu le marché des cryptos, l'AMF a fait des choses assez intéressantes. Il y a le Visa ICO, etc. etc. Donc on pense que c'est qu'une question de temps avant que ce type de produit arrive. Et nous, on se prépare pour se positionner là-dessus. Donc je crois que c'est à peu près tout. Donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.